L'ANFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé. Un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici le docteur Philippe Carinco, médecin hygiéniste au centre hospitalier de Hyères dans le Var. Les recommandations sanitaires et environnementales. Alors, les premières données qui nous ont été envoyées par les diverses instances, c'était des données en faveur d'une transmission de cette maladie, la Covid, ou le Covid, selon ce que vous préférez. Une transmission qui était sur le mode des virus respiratoires, donc gouttelettes et contacts, avec un enjeu important sur le milieu environnant, à cause d'une infectiosité qui aurait été persistante en milieu extérieur, en milieu environnant. D'où les consignes qui nous ont d'abord été apportées sur le port des protections faciales. Je ne ferai pas le débat sur la nature du masque. C'est un long débat, je ne vais pas l'entamer ici. Les protections de contact qui étaient nécessaires donc, pour aborder ces patients, les surblouses, les charlottes, les surchaussures, et surtout la désinfection des mains avec les solutions hydroalcooliques et la désinfection de l'environnement qui s'est mis sur un niveau élevé, puisque c'était le niveau recommandé par le COREB, qui est la coordination opérationnelle des risques épidémiques et biologiques, qui est une instance au ministère qui prépare des réponses aux menaces les plus importantes en matière épidémique, en particulier du type Ebola. Dans l'inconnu initial, la stratégie était une stratégie de sécurité. Au milieu de cet océan d'incertitude que l'on rencontrait au début, les recommandations qui sont sorties en février 2020, qui dataient, en fait, avaient été rédigées en tout début d'année 2020, étaient rassurantes parce qu'elles étaient très rigoureuses. On nous parlait de désinfection environnementale à l'eau de Javel, d'aération des locaux pendant une durée très importante pour faire le ménage. L'ensemble de ce qui était utilisé pour la gestion des cas, y compris l'entretien des locaux, devait être à usage unique, et puis tout devait être éliminé dans la filière tasserie. Et c'est une des phrases qui est dans cet avis du Haut Conseil, qui sert toujours de référence pour la suite de toutes les recommandations. Dans ce contexte de virus émergent avec pouvoir pathogène important, il était légitime de proposer une stratégie de sécurité visant une activité validée sur un virus particulièrement résistant qui était le poliovirus. Donc, ils se sont mis à un très haut niveau de protection et de recommandation. Alors, ça a débouché sur c'est ce qui devait arriver, quoi. L'angoisse qui était entretenue et alimentée par les médias, le niveau de sécurité qui était recommandé très élevé, les incertitudes, la progression rapide de cette épidémie a débouché sur ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire une frénésie de l'activité de désinfection très au-delà de ce qui avait été même recommandé, qui était déjà élevé. Donc cette utilisation en réglementation a probablement eu des impacts très importants sur l'environnement, sous la forme microbiologique, mais c'est la base de l'environnement. Et malheureusement, tout ça n'a pas été étudié, évidemment. Donc, ça a également entraîné une pénurie, là aussi avec le recours, je dirais, des inquiétudes du grand public qui s'est tourné vers l'achat en grande quantité de tout ce qu'il pouvait trouver dans le commerce. Donc, une pénurie des formulations qui nous ont même gênés dans les hôpitaux. Hein. Premier trimestre, on a été en difficulté. Et donc, il a été fait appel à des anciennes formulations totalement interdites qui se sont remises à circuler, qui sont sorties je ne sais d'où, comme le formol. Voilà, d'utilisation également de désinfectants directement projetés sur les personnes. Vous avez des supermarchés qui ont fait des tunnels d'accès aux supermarchés où on projetait des désinfectants sur les personnes qui passaient dessus, qui passaient dedans, pour entrer au supermarché. Également, de l'utilisation, là encore, sur des premières recommandations qui étaient particulièrement violentes dans les milieux fréquentés par les jeunes enfants, comme les crèches, ou les personnes vulnérables. Et là, j'arrive, c'est bien nos hôpitaux qui sont bien fréquentés par les personnes vulnérables, en particulier au plan respiratoire, et pour lesquelles cette utilisation vraiment frénétique de désinfectants n'a pas fait du bien. Donc cette désinfection qui constituait finalement un rituel de conjuration. Voilà. Parallèlement, on nous demandait que tout ce qui était utilisé comme matériel, dispositif ou produit soit de l'usage unique, donc des équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les blouses, les tabliers, les charlottes, les surchaussures, tout ça devait être de l'usage unique, en tout cas devait être jeté, détruit après usage, donc bien de l'usage unique, et disposant d'asserie. De même, les textiles de nettoyage, dans les premières recommandations, les bandeaux de sol, qu'on appelle les franges, comme les lavettes, devaient être éliminés après chaque usage. Et puis, bien sûr, ça a été augmenté par l'angoisse et on a vu passer de nombreux établissements à de la vaisselle à usage unique qui n'est recommandée par personne, mais qui était
largement utilisés dans les établissements. Donc, comme pour les désinfectants, on a observé en conséquence immédiate un manque, une carence de matériel, en fait, une pénurie de matériel de protection. En même temps, une explosion des prix, un circuit de distribution qui était entravé par les confinements, puisque la circulation était devenue difficile. Une demande internationale qui était massive, donc toute la production était redirigée vers les pays qui pouvaient payer tout de suite ou qui produisaient eux-mêmes sur place. Et donc, on était dans une véritable économie de guerre dans cette période du premier trimestre. Pour les dasseries, on a observé très vite un débordement de toutes les capacités de transport et de stockage, dans l'établissement d'abord, puis ensuite pour les transports et le traitement, qui ont été également dépassés en capacité de traitement, d'où également un défaut d'approvisionnement pour les emballages spécifiques des dasseries, et donc la réglementation qui s'est tout simplement cherchée à courir derrière en s'adaptant pour les délais, par exemple en prolongeant les durées autorisées en traitement et les délais de stockage. Toute cette réglementation qui finalement n'a pas énormément été mobilisée, en tout cas pour le plan environnemental, dans le domaine environnemental dans cette période, puisque la seule réglementation environnementale, ça a été d'accorder des délais là où il y en avait besoin, puisqu'on ne pouvait pas faire, la réalité faisait qu'on ne pouvait pas respecter les délais, en élimination des déchets, mais dans d'autres domaines, dépôt de demande d'autorisation, enfin des surveillances environnementales, tout cela a été… Disons que la réglementation était très souple, il le fallait, parce que de toute façon, on n'avait pas de moyen de faire autrement. Ça nous a conduit à observer dans les communes, en tout cas, une reconnaissance de dépôts sauvages, parce qu'il y avait des difficultés à aborder les déchetteries qui étaient fermées. Il n'y avait pas de réglementation spécifique, il n'y a toujours pas d'ailleurs, de l'usage des biocides désinfectants. Donc, c'était tout le monde, toute personne peut utiliser là où il le veut un désinfectant pour l'usage qu'il veut. Et les études d'impact, il n'y en a pas eu de demandées, en tout cas par les pouvoirs publics à ma connaissance. On a vu quelques très rares études sur les écosystèmes, en particulier urbains, mais cette fois qui étaient sous la dépendance directe, enfin sous la volonté directe des universitaires qui sentaient, qui ont vu ces situations et qui ont essayé bien sûr de répondre ou d'approcher des connaissances sur ces situations exceptionnelles. Voilà, j'en profite pour vous citer et vous rappeler cette phrase célèbre et connue de Frank Herbert, qui est que l'écologie est bien la science des conséquences. C'est un peu ce qui nous a manqué dans cette période, en tout cas en période aiguë. L'évolution des connaissances a permis assez rapidement, par la meilleure compréhension des transmissions et surtout l'arrivée enfin reconnue de la transmission par voie aérienne, au-delà des gouttelettes, nous a permis d'adapter plus intelligemment nos recommandations en matière d'hygiène, mais aussi le fait que ce virus est un virus enveloppé, et ce n'est pas du tout comme un poliovirus, un virus nu très résistant, c'était finalement des virus très sensibles aux simples détergents, aux désinfectants, de façon générale, aux tensioactifs qui détruisent l'enveloppe et donc empêchent le virus d'être infectieux. De ce fait, il y a eu des travaux qui ont montré que l'infectiosité par l'environnement pouvait persister, mais qu'elle a été réévaluée à la baisse en termes de durée, en termes de fréquence. Et puis, l'usage des équipements de protection a été mieux expliqué, et puis on a pu changer, on a pu réagir à ce grand manque de masques en mettant au point des masques réutilisables. Enfin, on a redécouvert ce qu'on utilisait dans les années 80, le masque, en fait, on le lavait à l'époque, et puis on a précisé les méthodes d'entretien des textiles. Donc, un usage raisonné des biocides a été recommandé dans certaines administrations et pas dans toutes. Il y en a la plupart sont restés sur les premières recommandations, très peu adaptées. Mais il y a des administrations qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont finalement intégré ces notions de connaissances acquises récentes, comme le ministère du Travail, qui a, dans son protocole de déconfinement pour les lieux de travail, pour les entreprises, donné vraiment la véritable bon usage des produits désinfectants et des produits de nettoyage en général, en précisant que le nettoyage des sols se faisait comme d'habitude, parce que ce n'est pas par les sols qu'on attrape cette maladie, et que les surfaces fréquemment touchées pouvaient être nettoyées par des savons, des dégraissants, des détergents. Et qu'on ne devait utiliser des méthodes et des techniques désinfectantes que dans l'hypothèse d'une circulation du virus au sein de l'entreprise, ce qui permettait d'avoir une action plus rapide sur le virus. Voilà. La désinfection, on a pu introduire pour les établissements qui ont un peu réfléchi à leurs méthodes, des méthodes de désinfection avec un moindre impact environnemental du fait que les produits étaient plus rapidement neutralisés avant d'arriver dans l'environnement, comme le peroxyde d'hydrogène ou l'acide peracétique ou l'alcool. Le nettoyage à la vapeur qui a pu tout à fait se substituer aux produits, de même qu'en complément de nettoyage, certaines méthodes physiques. Voilà. Pour les textiles, on a réfléchi devant la carence d'abord des textiles jetables et puis ensuite devant le fait que
on sait traiter des textiles pour le risque infectieux. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. L'agro-industrie industrielle, en particulier hospitalière, travaille depuis longtemps avec des méthodes dites RABC, qui sont des méthodes de sécurité à la fois environnementale, mais surtout de sécurité sanitaire et infectieuse, contre le risque infectieux. Donc, on sait très bien traiter et on sait combien le réutilisable a une bien meilleure analyse du cycle de vie, bien plus favorable au point de vue environnemental et de façon générale de son impact que l'usage unique. Ça, c'est une démonstration qui n'est plus besoin de faire. En matière de déchets, il s'agissait bien sûr de maîtriser cette production absolument impressionnante en revenant sur les principes généraux qui sont inscrits dans la loi. La loi n'a pas changé du fait du risque Covid, en commençant donc par la hiérarchisation des déchets et par d'abord la prévention du déchet. Et là, vraiment, il faut insister sur le fait qu'il y a énormément de déchets produits qui pourraient ne pas l'être dans nos établissements de santé. Donc, d'abord, prévenir le déchet. Premièrement, réutiliser, réemployer, c'est le premier mot qu'il faut utiliser en matière de prévention des déchets. Ensuite, les DASRI, on a bien écrit, et c'était d'ailleurs bien écrit dans les textes, que c'était limité au contact avec ce qui était avec le Covid, et donc tous les matériels de protection qui n'avaient pas été en contact ou dans des unités Covid n'avaient rien à faire dans des DASRI. Dans les critères d'achat, on en arrive aux achats, il faudra intégrer bien sûr le poids et la matière qui est des produits que l'on achète pour savoir de quelle filière ils vont pouvoir aboutir et quel est leur impact sur l'environnement. Et le poids, c'est tout aussi important. Adopter des solutions de recyclage et de valorisation, déployer les collectes sélectives en grand nombre et suivre les ratios produits parce que c'est avec des ratios de tonnage qu'on arrivera à s'en sortir. Donc, c'est des actions que je propose pour... après la sortie de cette crise, en tout cas ce qu'on proposait déjà avant, mais qu'on peut réactiver, comme réglementer la vente, l'achat et l'usage des biocides désinfectants qui ne sont pas réglementés. Le TP2, c'est un type de produit numéro 2 pour les biocides désinfectants, donc ne sont pas réglementés ou très peu réglementés actuellement en France et en Europe, en tout cas pour leur usage. Ensuite, développer l'industrie des équipements de santé sur nos territoires, parce que c'est une des leçons, il fallait aller chercher dans le sud-est asiatique, ce que nous n'avions pas chez nous. Appliquer la réglementation en matière de déchets. Alors ça, c'est énorme. Quand je dis appliquer la réglementation, c'est énorme de le demander, quoi. Ça devrait être un fait acquis. La réglementation, on est censé l'appliquer. En France, elle ne l'est pas, et en particulier dans nos établissements de santé. Développer des filières de valorisation et du circuit court, on l'a dit plusieurs fois. Renforcer le suivi des stations d'épuration et des milieux d'aval sensibles. Ça n'a pas été fait pendant la crise et c'est vraiment dommage. Soutenir la recherche sur les impacts microbiologiques et étudier l'impact des biocides en regard de résistance aux antibiotiques. Ça, c'est mon côté médecin qui le demande. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.